Alors, le plus grand risque que j'ai pris, c'est d'arrêter tout. Parce que j'étais dans un cabinet de formation, j'avais du boulot tous les jours, du lundi au vendredi, en disant stop, j'arrête tout pour aller faire justement de la PNL et pour commencer. C'est le plus gros risque que j'ai pris. Et alors ça a été compliqué. À un moment donné, il fallait manger, comme on dit. Et on m'a proposé, tiens, tu veux pas faire une formation? Oui. Mais au prix ASBL, j'écoute, je serai jamais le plus cher. C'est indécent ce que tu me proposes et j'ai préféré refuser que me vendre au diable, comme on dit. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alain Bock, fondateur d'Innuendo. Bonjour Alain. Bonjour Geoffroy. Bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Merci. Alors pour commencer, une question très facile. Qui es-tu, Alain ? Déjà, je m'appelle Alain, ça c'est pas un scoop. Je suis un entrepreneur inspiré, je vais dire, mais surtout curieux. Pour moi, la curiosité est un magnifique défaut. Et je suis un adepte du remplissage de la page blanche. Oui. Partir d'une page blanche, j'adore. La prospection, entre autres, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc, ne pas savoir ce qu'on va faire demain, je trouve ça exceptionnel. Voilà, en gros, comment je suis. Et donc ton activité, pour la décrire un petit peu, l'activité d'Innuendo ? Je m'occupe de l'humain dans toute sa splendeur, sa complexité. Je fais de l'analyse comportementale, c'est-à-dire que en entreprise, je travaille essentiellement sur le bon sens dans le management. Aujourd'hui, le management, c'est hyper compliqué. C'est des structures, c'est des organisations, c'est des chiffres, c'est des objectifs. Mais au milieu de tout ça, il y a une chose prépondérante, c'est l'humain. Et on en parle, on s'en occupe tant bien que mal. Mais le vrai moteur d'une entreprise, c'est l'humain. Et dans toute sa splendeur et sa faiblesse, que ce soit les managers ou le personnel, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Voilà. En gros, c'est ce que je fais. Ouais. Et donc, raconte-nous un peu, c'est quoi la journée type d'Alain ? Donc, tu commences, tu vas promener ton chien. Oui, je vais... Enfin, ça dépend de l'organisation, promène le chien. Alors, promener le chien, c'est quoi ? C'est un service qu'on se rend tous les deux, parce qu'il a besoin, effectivement, de ça. Et puis, c'est s'oxygéner l'esprit en se disant, tiens, comment je vais organiser ma journée ? Et puis, on fait un peu le point aussi de comment on va préparer, puisqu'il n'y a pas de journée type. J'ai 62 ans, j'ai 20 ans d'expérience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une petite centaine de personnes qui me font confiance. On appelle ça des clients, mais ça va au-delà de ça. Et qui font qu'ils m'appellent régulièrement. Donc, je ne sais jamais trop de quoi demain sera fait. Bon, j'ai un planning chargé à 2 mois, c'est pas ça. Mais c'est tellement varié et c'est ça que j'aime. Et donc, quelques exemples de cette variété, alors ? Quelques exemples de variétés. Il y a une société pharmaceutique liégeoise. Il y a un gros acteur dans la mobilophonie, qui commence par un P, termine par un S. Entre autres, mais il y a aussi plein de petites structures à taille humaine, des TPE. Ça, c'est vraiment mon terrain de jeu, façon de dire les choses. C'est là où l'humain est prépondérant. Les grosses structures, l'humain est présent, mais les structures rendent les choses nettement plus compliquées. Et donc, moi, où j'aime travailler, où j'aime agir, c'est vraiment aider les personnes à prendre conscience des choses qu'elles font bien pour les pérenniser et prendre conscience des choses qu'elles font de manière un peu dysfonctionnelle pour comprendre la source de ce dysfonctionnement et essayer de changer ça en bonne pratique. Et tu fais à la fois de l'individuel et du collectif ? Oui. Oui, les deux. Oui. Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton parcours entrepreneurial ? Ouf. Clés. On dit à Liège. Oui. C'est très varié, parce que j'ai une carrière mixte. J'ai commencé en banque pendant 20 ans. Puis, comme j'ai toujours avec un peu d'humour, je suis devenu honnête, j'ai été dans l'automobile pendant 2 ans. Mais dans la banque, j'ai évolué, j'ai commencé au guichet, puis je me suis retrouvé directeur d'agence, donc j'ai abordé un peu le management. J'ai ouvert une agence bancaire.
Donc ça, c'est de la prospection pure, 0 client, tu vas démarcher. C'était du côté de Jet à Bruxelles. J'ai été voir les 850 commerçants. Les 5 étaient d'accord de me voir, c'est parce qu'ailleurs, on les voulait plus. Et donc, on a mis un terme à la relation assez vite. Mais on apprend, c'est du porte-à-porte. Puis, j'ai été dans une société de leasing, où là aussi, ils cherchaient quelqu'un pour développer l'activité francophone, enfin, sur la Wallonie et sur Bruxelles. Et encore une fois, une page blanche. La page blanche, c'est vraiment mon mode de vie. Oui, le fil rouge un peu. La page blanche qui a un fil rouge. Ça, c'est étonnant au niveau du mélange des couleurs. Oui. Et là, on est parti de zéro. J'ai cherché des clients comme la Sonaca, des Palmes, des choses comme ça, pour citer les grands noms. Puis j'ai eu un appel du pied d'un ancien collègue qui était allé dans le groupe Fiat. Il dit, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un pour développer l'activité commerciale au niveau B2B, entreprise, pour le groupe Fiat Alpha Lancia à Bruxelles, ça t'intéresse? Il savait que j'allais dire oui, donc j'ai dit oui. Là, je me suis rendu compte pendant 2 ans et demi que travailler avec les Italiens, c'est humainement extraordinaire. Professionnellement, c'est très compliqué. Que le mot organisation est dans le dictionnaire, mais il n'y a pas de définition. Mais humainement, c'est une magnifique expérience, la plus belle, je pense. Oui. Et puis, on est en 2005, je la fais courte. Et là, je décide de rejoindre un cabinet de formation. Et là, je deviens indépendant. Et j'ai donné des formations, j'ai appris à donner des formations, à les construire, à les vendre, à les organiser, à les concevoir, et dans les 2 langues. Et au bout de 11 ans, je crois, j'ai fait le tour. Et il y a eu la loi sur le harcèlement moral en 2014 qui est sortie. Et puis, lors d'échanges avec certaines personnes au salon de l'auto, entre autres, je dis, mais il y a un truc à faire là, parce que franchement, cette loi, c'est peut-être un tremplin pour faire quelque chose, effectivement. Et là, j'ai commencé à me dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose sur l'humain? Dans le même temps, j'entame des études, j'avais un peu plus de 50 ans, des études en psychologie. Je suis pas psychologue, j'ai fait de la PNL, donc programmation neurolinguistique. Je fais tout le cursus jusqu'à devenir maître praticien. Puis je me rends compte avec 2 ex-associés que là où notre discours percute, c'est-à-dire que ce qu'on a créé comme programme, c'est l'humain, on nous reçoit, mais il n'y a personne qui veut mettre 1 euro là-dedans. Et donc c'est très bien d'avoir un programme de formation, mais personne qui le prend, et donc on se dissocie très très vite, parce que je passe à autre chose, il n'y a rien à faire. Et puis après, je me dis, je développe mon activité tout seul. J'ai eu la chance d'être appelé par, encore une fois, c'est chaque fois des opportunités, hein, le plaisir, de la curiosité, de la bonne surprise du matin. Voilà, j'en ai type, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est un contact que j'avais eu suite à une formation que j'avais donnée en France, qui me dit, écoute, Alain, on a un programme de fou. Je me suis dit que ça t'intéresserait. Déjà, en m'appelant comme ça, il sait que ça fonctionne. On va gérer en fait ce qu'on n'a jamais fait en France. On va faire toute une formation, un cycle de formation sur le savoir-faire dans l'automobile pour 12 000 personnes. Ah bon? Oui. Bah oui, pourquoi pas. Par contre, toi, tu t'occuperas que des managers. Il y en avait 3 000. Alors, on était 50 pour ça. Il faut dire qu'en France, c'est la même chose que chez nous, sauf que c'est gigantesque. Plus grand. Alors, c'est un très gros avantage d'être belge en France. Hein. À l'inverse, un Français ici en Belgique, c'est plus compliqué. Et là, je me suis vraiment amusé parce que j'ai sillonné la France. Là où je croyais que ça allait être facile, c'est dans le sud, Marseille et Nice et compagnie, c'était le pire. Nos cousins, les ch'tis, là, c'est vraiment magnifique. Et alors les Corses, évidemment. Le discours, c'était simple. Ah, monsieur Bock, vous venez d'où? Je viens de Belgique, ça s'entend en fait, en plus. Enfin, je crois. Et je dis... c'est la manière de fédérer aussi. Je dis, écoutez, moi je comprends, hein, nous faisons partie d'un pays où c'est des régions autonomes au service de l'État. Mais monsieur Bock, pourquoi est-ce que les Français ne comprennent pas ça? Je dis, forcément c'était fait, il y avait match. Et puis je me suis vraiment amusé à remettre en question et à challenger les personnes que je voyais. Ce sont des directeurs de concessions automobiles. On parle de grandes concessions ici. C'est du miniature par rapport à la France. Et surtout dans leur certitude française, très hiérarchisée. Je dis, et l'humain là-dedans? Quoi l'humain?
Un simple exemple, je dis, tiens, vos vendeurs, quand vous leur demandez, est-ce qu'il a demandé à son client quel était son projet? Quoi encore, c'est normal, il doit le faire, je ne vais pas vérifier ça. Voilà, ça c'était la France. Et donc, c'est quelques exemples. Et puis le Covid. Le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. Ça a permis de commencer la rédaction d'un livre. J'ai jamais cru que j'aurais écrit un livre. Il y a plein de choses que j'ai fait que j'aurais jamais cru que j'aurais faites. Et après le Covid, je me suis dit, on va faire autrement. Et cette idée, elle est venue d'un constat. Juste avant le Covid, j'avais été invité par un de mes clients, on va dire ça. Encore une fois, tu sais, la relation avec les clients, qui c'est plus des relations d'affaires avec une réelle sincérité, où il y a deux gagnants, eux et moi, ça c'est important. Et on assiste à une conférence d'un cabinet de formation qui donne des trucs qui sont de manière académique exacts. Et puis j'ai un des responsables de production que je suis, Arnaud, je lui ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, il me dit « Alain, c'est bien tous ces trucs, mais je fais quoi moi au quotidien avec ça ?» Et là, je me dis « Mais il a raison. » En fait, ça, c'est des belles théories, ouais, mais sur le terrain, il y a un décalage horaire complet. Maintenant, il faut le traduire. Et c'est de là qu'est née finalement ma nouvelle conception de l'approche des clients en disant « Moi, je ne m'occupe que de comment vous le faites, pourquoi vous le faites, c'est pas mon problème. Les stratégies, les process, ça c'est la structure. Alors si c'est mauvais, je le vois. Ce que je veux simplement dire, c'est que je ne m'occupe que de savoir-être. Et ce lien entre le savoir-faire et le savoir-être, comment je vis les situations, comment est-ce qu'elles m'impactent. Je dois ajouter un petit truc, c'est compliqué, avec 40 et 2 ans d'années, c'est que juste avant d'intervenir en France, on m'a demandé d'aller me faire certifier au modèle DISC. On appelle ça Insight en Belgique, mais c'est une marque. DISC, c'est un modèle qui existe depuis 1930. Et de fil en aiguille, le cabinet qui est là me dit « Tu veux pas, toi, organiser ça en Belgique? On cherche quelqu'un. » Donc je deviens aussi responsable du centre de certification du DISC en Belgique. Et puis tant qu'on y est, il me dit « Tiens, l'intelligence... émotionnel et pas artificiel, ça t'intéresse? Ils connaissaient la réponse et donc je me suis spécialisé là-dedans. Et en plus, ils me disent, tiens, si tu veux, on a un cours, c'est pendant une année, avec des allers-retours sur Paris. Est-ce que ça t'intéresse? On le développe, la neurosensorialité. C'est quoi? En fait, c'est l'impact des neurones de notre cœur sur notre cerveau. Et en fait, plus notre cœur bat vite, plus il y a une émotion qui se dégage, et plus ces neurones s'envoient au cerveau, et le cerveau, il fait le tri, mais pas forcément dans la bonne direction. Voilà, je vulgarise très très fort, je ne suis pas médecin, je ne vais pas me prendre pour un médecin, loin de là, c'est pas cette question-là. Et je dis, mais là, il y a vraiment un truc à faire, et aujourd'hui, je mixe les deux, la PNL, donc à apprendre des stratégies que l'on met en place, bonnes comme mauvaises, et puis l'influence de nos émotions sur nos réactions. Et si vous voulez en savoir plus, c'est dans le bouquin. Et le titre du bouquin, comme ça, pour nos auditeurs qui le recherchaient? People Management, qui est un bouquin coécrit avec mon ami de toujours, Marc, qui est écrivain. C'est son 50e, mais c'est le premier en management. Et encore une fois, l'histoire, elle est venue sur un concours de circonstances. Il vient assister à une de mes formations avant le Covid, avec sa fille qui allait faire ma promotion sur Facebook, où je ne suis pas. Et puis, il me dit, c'est quand même bien ton truc, c'est pas mal. Mais je me rends compte, on devrait écrire un truc comme ça. Mais il dit ça comme ça. Moi, il a dit cap. Forcément, oui, cap. Et c'est comme ça que c'est venu. Et lui a écrit la première partie où il décrit de manière assez caricaturale les grands caractères liés au comportement, le dominant, l'influent, le stable et le conforme. Et puis derrière, moi, j'invite les personnes à un parcours de formation. Et il y a 5 managers, et comme je dis toujours, toute ressemblance avec des personnes ayant existé est absolument pas fortuite. Et donc, elles viennent toutes avec, entre guillemets, leurs problèmes, mais qui sont des problèmes que j'ai rencontrés depuis tant d'années dans mes accompagnements. Et en fait, toutes les personnes, les retours que j'ai des gens qui ont lu le livre, me disent, mais non seulement quand on lit, on t'entend, pour ceux qui me connaissent, mais en plus, ça correspond exactement à notre réalité. Et ça me plaît, évidemment. Clairement. Quel conseil donnerais-tu à Alain de 18 ans? L'Alain de 18 ans, c'est de se dire, comprends que liberté, authenticité sont des valeurs qui sont en toi, elles ne sont pas là pour rien. Mm-hmm. Surtout ça que je lui donnerais. Je lui dirais d'arrêter d'essayer de montrer, de t'assurer qu'on te voit. On te voit. Voilà. C'était le cas à 18 ans, il fallait que... Oui, mais enfin,
j'étais mince, j'avais des cheveux, hein, donc il faut déjà une grosse imagination pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, quand tu regardes dans le rétroviseur, quel est le plus grand enseignement que tu retiens de ton parcours entrepreneurial, s'il ne devait en rester qu'un? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Quand j'étais employé, cadre, enfin, tout ce qu'on veut, j'étais stressé par le fait que, tiens, est-ce qu'on va penser à moi pour ceci, pour cela? Et puis je suis devenu entrepreneur du jour au lendemain, j'ai dit, je dois remplir mon agenda. Non, ça ne me stresse pas. Ça vient pas, je vais chercher, et ça vient, tant mieux. J'ai eu une réflexion il y a pas si longtemps avec mon épouse. J'ai dit, dans 14 mois, j'ai droit à la retraite, à la pension. Je continue à travailler parce que j'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse. Et je dis à ma femme, je vais pouvoir enfin choisir les clients avec qui j'ai envie de travailler. Elle dit, mais ça fait 10 ans que tu fais comme ça. Je dis, oui, c'est vrai. Enfin, je vais rien changer, quoi. Et tu parles de ton épouse. Comment est-ce que tes proches ont réagi lorsque tu as décidé de passer du salariat à l'entrepreneuriat? Très honnêtement, je ne me suis même pas posé la question, je ne leur ai pas posé la question non plus. De toute façon, c'était moi. Alors, mon épouse, à l'époque, je ne la connaissais pas encore. Hein, j'ai mis 45 ans pour trouver la femme de ma vie, comme je dis toujours. Non, c'est un choix qui s'est fait naturellement. Et puis, je pense que les proches voient que ça fonctionne, donc ils ne se posent pas de questions. Voilà. Et donc, on sait que c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus. Ah oui. Quelles sont les grandes erreurs que tu as commises et comment est-ce que tu as surbondi? Alors, les grandes erreurs... J'aime bien que tu dises erreur et pas échec. Il y a un livre que j'ai lu et que je conseille à beaucoup de gens de lire, pas moi qui l'ai écrit, c'est Les vertus de l'échec par Charles Pépin. Alors, c'est Charles Pépin, Les vertus de l'échec, c'est pas mal, mais c'est un brillant philosophe français. Et ça ouvre l'esprit sur l'échec, ça sert à quoi? Alors, les échecs, je veux dire qu'il y a oser ou doser. Une lettre, ça change tout. Ouais. Alors, il faut doser ses efforts, oui, mais il faut oser les faire. Et donc, je veux dire, qui n'essaye rien n'a rien. J'ai fait des arts martiaux pendant des années. Par principe, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais par principe, on doit savoir ce qu'on doit faire quand ça arrive. Donc, ça m'a toujours inspiré. Et donc tes grands échecs, qui ont été formateurs pour toi? Les grands échecs, il n'y a pas eu vraiment de grands échecs en disant que je ne vois pas vraiment de grands échecs. Pas plutôt erreurs, oui, c'est vrai que je sais pas. Ouais, non, mais même erreurs. Ah ouais, des erreurs, j'en ai fait, mais automatiquement, j'essaie de les analyser pour qu'elles n'arrivent plus, et ça, c'est dans le catalogue du passé. Oui, j'ai fait des erreurs, des manques de discernement. Alors, j'en sais quelque chose, je suis un grand distrait. Alors ça, c'est une source d'erreur, de grands moments de solitude parfois. Hein, et donc, c'est mettre en place. Et je reviens avec le bon sens du management. Hein, ce que ma grand-mère disait, chaque chose a sa place et il y a une place pour chaque chose. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, ces échecs, ces erreurs-là, c'est plutôt celles-là. Je me suis associé avec 2 personnes par rapport à tout ce qui est l'activité liée à l'humain. Comme je t'ai dit, on s'est dissocié. C'est pas un échec, j'ai appris. Hein, comme Mandela le disait, je perds jamais, j'apprends ou je gagne. Oui, clairement. Mais c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Donc les erreurs, oui, on en fait tous les jours. Et puis en PNL, moi j'ai appris une chose, c'est que tout problème, toute erreur, tout échec a une fonction positive. Et ça a vraiment conditionné ma façon de voir les choses. Quand j'ai fait quelque chose qui ne fonctionnait pas, où est l'erreur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette erreur arrive? Parce que je suis aussi co-responsable parfois de cette erreur. Et qu'est-ce que je fais pour que ça n'arrive plus? C'est un gros principe. Clairement. Comment est-ce que tu utilises ton entreprise pour avoir un impact positif sur la société? Oula. Alors, déjà, un impact positif sur les gens que je côtoie, c'est déjà pas mal. La société, je ne me considère pas comme un porte-drapeau, un étendard de tout ce qui est la bienveillance entrepreneuriale pour l'humain dans l'entreprise. C'est pas que c'est trop lourd à porter, mais c'est trop loin de ma réalité. Donc, mon entreprise, c'est quoi? C'est m'intégrer dans un système, un écosystème, comme on l'appelle, qui est le mien. Je donne quelques exemples. Moi, je viens du Brabant flamand. J'ai étudié à Bruxelles. Maintenant, je suis en Brabant wallon. Donc, je suis fidèle au Brabant. On va dire ça.
Cet après-midi, je vais à Liège, ça va superbement bien se passer parce que nos amis liégeois sont extraordinaires. C'est aussi la créativité, mais je vais parfois tourner aussi. Par contre, quand je vais au Grand-Duché, là, je me rends compte qu'on est dans une autre dimension. Alors, j'y vais, oui, mais je me rends compte qu'on n'est pas dans la même lignée de par les comportements. Jusqu'où est-ce que je vais en restant fidèle à moi-même ou en me trahissant parce que je suis plus tout à fait moi-même? Et c'est ça mes limites. Ouais, Voilà. ouais. Donc je ne sais pas répondre à ta question. Non, c'est plus, voilà, on est de plus en plus dans des enjeux sociétaux aujourd'hui. Et donc, Les enjeux sociétaux, c'est important de contribuer effectivement à ce que tout se passe au mieux. Je veux dire qu'il y a eu un important changement politique en Belgique, mais qui ne va pas effacer les 30 ou 40 années où là, on a fait des choses, quels que soient les partis. Hein, on ne va pas changer du jour au lendemain. On voit ce que ça donne aux États-Unis. Hein. Donc, je trouve que c'est trop éloigné de la réalité. Je contribue à ma manière, oui, bien sûr, en faisant attention, en travaillant, et pas pour la fiscalité par rapport aux voitures, mais par rapport à mes trajets, pour être le plus logique dans ma démarche de gain de temps, mais aussi de préservation de l'écologie, par exemple. Mais tu donnes aussi ton temps pour des différents, notamment comme administrateur de l'Alliance Centre Brabant-Wallon. Oui, moi j'aime bien fédérer, j'aime bien réunir. L'Alliance est une magnifique association d'entreprise. Hein. C'est presque 400 membres. C'est la plus grosse association de Brabant-Wallon, avec des entreprises, entre autres, pour citer quelques, GSK. Mais 80%, c'est des TPE, des PME, des indépendants, comme nous. Oui, c'est ça, clairement. Et ça, c'est gai parce que là, moi, j'y joue un rôle d'administrateur. Tout ça est fait de manière bénévole. Mais c'est en lien avec justement tout ce qui est RH. On vient de créer un cycle de formation pour les petites entreprises qui permettent d'accéder à certaines formations sur comment trouver des talents, parce que c'est vraiment un problème aujourd'hui. Ensuite, comment bien les recruter, parce que c'est des techniques. Et puis, comment les garder. Et puis, donc, on a des discussions. Je dis, mais attendez, avant de chercher les talents, on n'essaierait pas d'abord de les garder. Et on a commencé par le dernier module. Comment garder ces talents? Voilà, c'est un peu ma logique, ma petite pierre à l'édifice. Et donc, si c'est pour répondre à ta question précédente, ma pierre à l'édifice, elle est là. Tu vois, je réponds aux questions, mais pas toujours au même moment. Hein. Oui, c'est pas grave, tant que la réponse arrive. Est-ce que tu peux nous parler d'une décision difficile que tu as dû prendre en tant qu'entrepreneur? Entrepreneur, non. Est-ce que tu en as appris, non. Entrepreneur, non, parce qu'il y a toujours eu du sens. Plusieurs fois, j'ai essayé de collaborer avec l'une ou l'autre personne. On a fait le constat que ça n'a pas été. Et puis là, c'est clair. J'écoute, voilà. On va faire le constat, ça n'a pas été, on va rester en bons termes et on va arrêter là. Et il y avait de la cohérence. Une décision, mais heureusement, je l'ai prise très très jeune, qui m'a beaucoup aidé. J'étais directeur d'agence, j'avais un stagiaire, Michel. On était super contents de lui, étudiant, stage de 3 mois, renouvelable 3 mois. Et la banque me dit, de par le fait de restructuration, on est à l'époque où le banc contact s'installe. Oui. Donc l'emploi commence à disparaître. C'est le début. Hein. Et on me dit, écoute, on va pas pouvoir garder Michel, mais ne lui dis rien. Je dis, pardon. Dans 1 mois, ce garçon de 24-25 ans va entendre le dernier jour où il est chez nous qu'on ne le prend pas, il doit chercher du boulot. Je dis, non, c'est hors de question. On t'interdit de lui dire. Alors ça, il faut pas me dire. Donc j'ai dit, je ne lui ai pas dit, mais je lui ai dit. Et j'ai dit, et ça c'est une décision difficile, je dis, Michel, je suis tellement content de toi que je suis obligé de te dire qu'on ne te garde pas. Ça c'est hyper compliqué. Oui, clairement. Voilà. Après, il se souvenait de ça, il m'a dit, tu m'as rendu service, hein, parce qu'entre-temps j'ai trouvé quelque chose, et je savais que les rebonds durs, et maintenant il est directeur d'une grosse institution liée à l'automobile que je ne nommerai pas. Quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien, qu'il s'agisse de lecture, de mentors, de podcasts? De mentors. Alors, ou un livre qui t'a marqué, source d'inspiration. Il y en a beaucoup, j'imagine. Je suis tellement curieux de tout que j'ai pas un style musical vraiment approprié. Le groupe Queen fait partie de ma vie. Pourquoi? Quand je suis passé de première latine en 2e secondaire, ma mère voulait absolument que je fasse du latin. Elle a très vite compris que c'était elle qui voulait, pas moi. Mais bon, je suis passé en 2e secondaire, où là, ils avaient déjà 1 an d'anglais. J'avais du retard. Et mon prof d'anglais, qui est décédé maintenant, M. Brunnings, un English, mais
pur sang, avec le flegme anglais, les moustaches rousses et compagnie. Elle me dit, écoute, si tu veux apprendre l'anglais vite, traduis les chansons de ton groupe préféré. Je dis, moi je connais U2, non, ça c'est de l'irlandais, non, Queen, ah oui, traduis Queen. Et comme ça que j'ai appris l'anglais en traduisant Queen. Et donc Queen m'a toujours inspiré, d'autant plus qu'ils ont, ce qui n'est pas mon cas, mais qui ont toujours visé l'excellence. Par contre, quelque chose que j'aime bien dans ce groupe-là, c'est qu'ils ont toujours dit, en concert, ils ne sont pas 4, ils sont 5, ils sont avec le public. En formation, moi, je suis avec les personnes que j'accompagne. Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Si ça, c'est une source d'inspiration, par exemple, c'est une belle. Un livre que tu recommanderais à nos auditeurs? Le mien. Un livre, il y a plein... Les vertus de l'échec, justement, de Charles Pépin. Ça, c'est vraiment pour surtout les personnes qui se mettent facilement en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme ils veulent, parce qu'ils ont peur de l'échec. Lisez ce bouquin et là, ça décortique vraiment l'échec sous toutes ses formes. La vision judéo-chrétienne, la vision scolaire, la vision américaine, où faire faillite, eh bien, c'est pas punissable. Je rappelle qu'à 30 ans, en Belgique, on faisait faillite, on faisait de la prison. Vraiment. C'est fou. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un des livres qui est inspirant. Il y en a tellement. Et si tu pouvais inviter une personnalité, vivante ou décédée, à un business lunch? Bernard Tapie. Oui. Ouais. Alors, Bernard Tapie, pour l'homme qu'il était, pas le chef d'entreprise qu'il a fait, le séisme économique qu'il a fait en Belgique avec Donnet. Hein. Oui, non, pour son bagou, pour son aura, ça c'est clair. T'as regardé sa biographie sur Netflix? Non, t'as pas regardé. Non. Voilà, tu me l'apprends, voilà. Tu vois, tu me demandes de lire et maintenant je dois regarder un reportage à la télé. Non, c'était pas mal. Non, je savais pas qu'elle existait, mais tu peux être sûr que... Tu vas regarder. Je vais regarder. Bon, elle est controversée par ses proches, mais comme toujours. Enfin, c'est difficile avec lui On est bien d'accord. de pas être dans la controverse. Et j'insiste, Bernard Tapie, pour le bagou, hein. Oui, tout à fait. Pas pour ce qu'il a fait. Hein. Un peu comme Elon Musk aujourd'hui. Les gens qui citent Elon Musk sont un peu... J'ai le droit à un joker. Font un peu la différence. Comment fais-tu pour rester motivé et inspiré pendant les périodes de doute ou de stagnation de l'activité? J'ai pas beaucoup de périodes de doute. C'est-à-dire que parfois, je vois mon agenda, je me dis, tiens, c'est vite, ça va se remplir. Et puis finalement, comme dit ma femme, les planètes s'alignent et ça vient. Depuis que je suis indépendant, j'ai accepté de ne pas savoir ce que j'allais faire dans 6 mois. Et heureusement, c'est pas du tout mon truc, ça. J'ai accepté de dire, j'ai des périodes de doute qui font que, si le doute est là, qu'est-ce qu'on fait pour modifier ça? Donc le doute, c'est de la peur. Ouais. Or, la peur, ça active les états séparateurs et ça nous met dans un état où forcément on se fige. Donc, c'est pas un état d'esprit. Le cordonnier, ce serait bien qu'il soit bien chaussé, contrairement à l'adage. Et donc, se dire, qu'est-ce que je fais pour aller chercher, entre guillemets, à remplir mon agenda, mais de manière cohérente, encore une fois. Mais comment tu fais, alors, justement? Quels sont tes best practices? J'ouvre des portes, je vais en networking, on discute, tiens, l'un ou l'autre. Je publie beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est mon commercial. Ça fait 1 mois que je n'ai plus rien publié, quasiment. Bon, parce que j'ai mon binôme, Nathalie, qui a eu quelques petits soucis de santé, donc il a fallu prendre son... Maintenant, elle va beaucoup mieux, évidemment, heureusement. Et donc, j'ai pas publié, mais je sens la différence. Donc maintenant, je vais republier, bien sûr. Et... hier, je croisais, on en parlait, Yvan, qui me dit « Oh, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de toi, une formation avec toi, il se souvient, il dit que c'était des moments vraiment agréables. » Voilà, c'est ça. Et puis le bouche à oreille, c'est quand même la meilleure des publicités. Après 20 ans de carrière, évidemment, ça facilite les choses. Quand on commence, c'est complètement différent. Et justement, quels seraient tes conseils de publication sur les réseaux, enfin LinkedIn en particulier ça te génère vraiment des leads. Alors. Charlotte qui me conseille, je l'entends ça, elle va s'arracher les cheveux, parce que je ne le fais pas, c'est d'être régulier dans les publications. Donc Charlotte, si tu nous entends, tu me pardonnes, je sais que je dois le faire, mais je ne le fais pas. D'être régulier dans les publications, d'être cohérent et d'avoir une page éditoriale avec un calendrier. Et de réagir, d'interagir, et voilà, ce que je devrais faire, mais... je devrais le faire, oui. Mais donc, tu as vraiment des retours liés à tes publications? Oui, j'ai vraiment des retours liés à ça. Oui, bien sûr. Maintenant,
je suis pas autant que toi, mais je suis souvent dans du networking, hein, que ce soit avec la Chambre du commerce, avec l'Alliance, avec d'autres réseaux. Bon, cette année-ci, entrepreneur inspirant, malheureusement. Oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi maintenant. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. J'ai eu un mois un peu compliqué. C'est voir du monde. C'est voir du monde, c'est créer des interactions avec les uns avec les autres. Et puis finalement, c'est le bouche-oreille qui se fait. Moi, souvent, on me demande aussi des formations. Tu me donnes une formation dans telle thématique. Je dis non, je donne pas, mais va voir de ma part un tel. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, parce qu'après, il y a le retour. Non, je le fais parce que sincèrement, moi, je suis pas compétent pour, parce qu'on ne peut pas être compétent pour. Moi, j'en connais qui prennent tout. Hein. Je préfère être spécialisé dans un truc qu'être généraliste dans tout. Ouais, clairement. Et donc, si je conseille une personne, c'est parce que je sais comment elle travaille. Oui, mais je veux dire, dans l'autre sens, la personne va te recommander aussi, et ça va un peu dans... Ou pas. C'est pas un donnant-donnant. Je sais qu'un jour, si le retour de manivelle doit se faire, il se fera. Ouais, moi je pense qu'il y a un équilibre qui se fait naturellement. Et c'est pas forcément la personne à qui t'as donné qui va te rendre, mais d'autres. Donc finalement, il y a un équilibre général qui... Moi, mon but, il y a une demande. Quelqu'un que j'apprécie, qui me connaît, qui vient en toute confiance. Comment est-ce que je peux l'aider? En donnant les coordonnées de Pierre-Paul ou de Jacques. On peut mettre des noms de dames aussi. À ce moment-là, je trouve que c'est ma simple contribution que je peux faire en cohérence avec moi-même. Quel est le plus grand risque que tu as pris dans ton parcours entrepreneurial, et avec le recul, comment est-ce que tu évalues cette décision? Alors, le plus grand risque que j'ai pris, c'est d'arrêter tout en 2000... on est en 2000 combien? En 2017, parce que j'étais dans un cabinet de formation, j'avais du boulot tous les jours, du lundi au vendredi, en disant « stop, j'arrête tout ». Pour aller faire justement de la PNL, et pour commencer. C'est le plus gros risque que j'ai pris. Heureusement... j'ai eu mon épouse qui était là, qui a dit si, vas-y. Alors j'ai commencé la PNL, comme j'ai commencé les arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux en disant ceinture blanche, après on verra. J'ai terminé 5e dan, hein. Mais jamais j'aurais cru que j'aurais fait ça. Et là, j'ai fait la PNL, je fais la première session, 4 jours, ouais, c'est pas mal. Ma femme dit non, tu continues. J'ai dit, oh, mais attends. Puis, non, elle était là, heureusement. Alors ça a été compliqué. À un moment donné, il fallait manger, hein, comme on dit. Et on m'a proposé, tiens, tu veux pas faire une formation? Oui. Mais au prix ASBL, j'écoute, je serai jamais le plus cher. Mais ce prix-là, non, c'est indécent. C'est indécent ce que tu me proposes. Et j'ai préféré refuser que me vendre au diable, comme on dit. C'était dur, hein, mais je regrette pas. Et dans le cabinet de formation, tu formais en quoi, alors? C'était quoi tes matières Alors, c'était surtout la vente, hein, bien sûr. L'après-vente automobile aussi. Enfin, l'après-vente en général, parce qu'il n'y a pas que l'automobile, mais bon, c'est surtout l'accueil du client. Hein. Comment est-ce que je comprends que le client qui vient me voir à l'entretien est un client stressé parce que soit il a un problème, mais en plus, il va devoir payer. Quand tu vas mettre ta voiture à l'entretien, tu es souvent heureux de le faire, toi? Personne, hein? Donc, non, clairement. Comprendre le décalage horaire qu'il y a ça, et puis le management aussi. Hein. Le problème de l'automobile, c'est qu'ils sont figés par des processus où ils n'ont aucune liberté d'action, et ça, c'est très compliqué. Tiens, justement, tu parlais des réseaux, des networking. Est-ce que tu as pour Innuendo une stratégie marketing claire, ou tu vas plutôt à l'instinct? À ton avis? J'aurais dit que tu vas plutôt à l'instinct. Donc toi, tu poses des questions, tu as la réponse. Non, moi, je vais à l'instinct. Me développe un peu. Je vais à l'instinct en fonction de... J'y vais parce que j'ai envie d'y aller d'abord, et pas parce qu'il faut que j'y sois. Il y a des endroits où on dit ouais, il faut absolument y être. Je dis non. J'étais pas plus tard qu'il y a un mois. Un chouette truc, c'est pas cette question-là. On m'invite, avec Margot... Guillaume de eBloom, avec qui je collabore. On salue, qui était déjà passé dans le podcast. Extraordinaire, l'équipe de Marco, Jasper et Margot. Et je vais elle dit, écoute, j'ai une activité, je fais une présentation, oui. Il y a 50 personnes, il y a 40 coachs. J'ai pas envie d'aller là. J'ai pas envie d'aller, pas parce que je veux pas vendre, je dis, mais non, il y en a trop. Il y en a trop. Et malheureusement, le métier de coaching n'est pas labellisé. Et ça, c'est un gros problème, je trouve. Parce que tout le monde peut être... Il y a des coachs pour tout, il y a des coachs pour n'importe quoi. Moi, par définition, j'ai encore eu la remarque de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, non, écoute, nous, on travaille avec lui, mais on se rend compte qu'il vient tous les mois, mais c'est surtout pour tous les mois remplir son compte en banque. » Moi,
ça m'insupporte. Moi, c'est des petites missions rapides par définition. D'où l'importance d'avoir beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est sûr. C'est à double tranchant, hein, mais bon, voilà. Mais justement, on parle beaucoup, les coachs entre autres, mais sur les réseaux, notamment de mindset aujourd'hui. Donc, comment est-ce que toi, tu décrirais ton propre mindset? Alors, le mot coach a tellement été dénaturé que finalement, on préfère l'éviter. Hein. Le stress, finalement, c'est un phénomène physiologique qui est bon, sauf que le stress, chaque fois qu'on parle de stress, c'est énervement, tristesse, peur, colère. Manipulation, c'est un beau mot. C'est manipuler la pâte. On sait ce que c'est devenu. Ben, le coach, c'est la même chose. Quand on parle coach, va des rétro-satanas. Je le vois. Donc, malgré tout, les entreprises ont besoin d'être aidées. Mais il y a la réalité des TPE et des PME, c'est de se dire, oui, on essaye malgré tout de faire notre mieux, mais on n'a pas besoin d'aide finalement. Parce que qui est le mieux placé pour nous aider, c'est nous, et pas les autres. Ce qui est un tort, hein, ce qui est une erreur. Le seul problème, c'est qu'il y a une pléthore de coachs. Moi, je vois, hein, j'accompagne les entreprises, Non, c'est nous. C'est nous, c'est le principe. Et donc, me définir, je sais pas. Moi, j'aide surtout l'être humain, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise. Je travaille pour un groupe pharmaceutique de la région liégeoise où de temps en temps, on m'appelle pour dire, voilà, on a ce pharmacien. Je rappelle que les pharmaciens n'ont pas d'études, dans leurs études, n'ont pas un cursus sur le management et sur la gestion de l'humain. Et de temps en temps, c'est compliqué, des pharmaciens qui deviennent responsables de pharmacie, donc responsables de personnel. Ils ne sont pas formés pour. Donc on m'appelle, tu ne veux pas faire des micro-formations. Et c'est maximum, mais grand maximum, 3 accompagnements espacés sur 3 mois, sur 2 ou 3 mois, non, plus ou moins, d'une demi-journée, pas plus. Pas plus. Parce que ça veut dire que moi, ce que je leur donne, enfin, ce que j'essaie d'apporter aux personnes que je côtoie, c'est du pratico-pratique. Pas les grandes théories. Donc, par définition, ça peut pas durer longtemps. Puis, en plus, honnêtement, quand ça dure longtemps, ça me saoule. Et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut placer un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle? De le faire. De le faire, de commencer à fixer ses priorités à partir du moment où une entreprise, ça prend du temps, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où ça dépend du contexte, on veut atteindre la perfection. Je rappelle, la perfection, ça n'existe pas. Parce que la perfection, une fois qu'on l'atteint, comment est-ce qu'on l'améliore? Par contre, ça n'empêche pas l'excellence. Que le lâcher-prise, ça permet aussi de prendre du recul. J'ai un cabinet privé aussi, je vois des gens, et c'est un peu pour répondre à ta question, qui disent, écoutez, j'ai des problèmes de sommeil. Et puis j'analyse un petit peu leur journée. Donc, ils partent le matin très très tôt, ils travaillent, ils bossent, ils rentrent à la maison, ils continuent à travailler, ils mangent, ils vont se coucher. Et ils s'étonnent qu'ils dorment mal. Moi, je leur dis simplement, commencez entre le moment où vous arrêtez de travailler et le moment du coucher par vous octroyer ne fût-ce qu'1 heure de temps. À pas faire du sport, parce qu'on va tous faire du sport. Enfin, on décide tous d'aller faire du sport. Quant à dire qu'on le fait, ça c'est autre chose. Mais ils ne prennent pas ce décalage qui est nécessaire au cerveau pour se reposer. Eh bien, les entrepreneurs, c'est un peu ce même schéma-là. C'est dire, qu'est-ce que je fais pour lâcher prise à un moment donné? C'est pas évident. Hein. Oui, j'allais dire, toi, tu as toujours réussi alors à faire la séparation des choses? J'ai pas toujours. Ouais. C'est une fois que je suis devenu entrepreneur que je me suis dit, je vais pas refaire la même chose que j'ai fait, où j'étais investi. Et puis, j'ai mes enfants, ils me disaient, papa, tu n'arrêtes pas de travailler, toi. Ils ont raison. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un entrepreneur dans les années à venir? La main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire que il y a les chiffres, oui, mais il y a l'humain. La qualité d'un entrepreneur, le résultat sera toujours important pour une entreprise. Mais la manière est importante aussi. Et ça, on l'oublie parfois, au détriment des résultats, où quand on est obnubilé par le résultat, forcément, on ne voit pas les obstacles, on est aveugle. Un peu comme les chevaux à la cavalcade de Herve, ils ont des œillères, ils ne voient que devant eux, ils ne voient pas sur le côté. C'est une belle image, je travaille beaucoup à la métaphore. Et donc, l'idée, c'est de se dire que
lorsque un entrepreneur, lui, a une vision des choses, et ça c'est important, mais comment est-ce qu'il la partage déjà? C'est le côté visionnaire. Comment il la vit lui-même. Et puis surtout, c'est de se dire, mais l'humain, on parle de bien-être au travail. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais tant pour le bien-être de l'entreprise que le bien-être des travailleurs. Le seul problème, c'est que c'est pas les mêmes critères qui conditionnent ce bien-être-là. Et ça, il faut en tenir compte. Et ça, c'est compliqué. Clairement. Mais on arrive tout doucement au bout de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, Alain, et que tu aurais voulu que je te pose? Ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui aime la curiosité. Un point que tu aurais voulu aborder, en fait, qui... Voilà. Non, moi, je dirais que entreprendre, c'est par définition oser. Un conseil que je pourrais donner à l'être humain, plutôt qu'au manager, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait ait du sens pour soi. Gandhi disait, le bonheur, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Bon, ça c'est Gandhi. Maintenant, si on traduit un peu ça, ce que je pense, est-ce que je le pense parce que ça a du sens pour moi? C'est que je suis en cohérence avec moi-même, mes valeurs, mes critères. Je le dis, mais pas n'importe comment, parce que il y a les circonstances. Et puis surtout, je le fais parce que je l'ai dit que je le faisais. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à le dire. Ceci dit, binuendo, insinuation, sous-entendu, c'est la traduction du mot latin, c'est le fléau de l'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la question que tu aurais pu me poser, mais que tu viens de me poser voilà. Par mon intermédiaire. J'en ai une quand même. Ah, quand même. Je ne t'ai pas encore posée. Tu parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle, mais on ne peut pas ne pas parler non plus aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Ouais. Quelle est ta vision par rapport à l'IA? C'est assez comique parce que j'ai... Arnaud, que je connais depuis pas mal de temps, que j'ai rencontré dans le cercle d'affaires dans Brabant-Wallon il y a une petite dizaine d'années, qui me dit, Alain, j'ai un contrat avec une très grosse entreprise en intelligence artificielle, mais j'ai pas de formateur, est-ce que tu veux pas m'aider pour donner des formations sur l'intelligence artificielle? Je dis, Arnaud, intelligence émotionnelle, oui, artificielle, ça va être compliqué. Non, mais t'inquiète, c'est l'initiation à l'intelligence artificielle et leur faire comprendre que c'est un outil et que c'est pas un danger ou que c'est pas quelque chose qui va robotiser complètement la façon de voir les choses. Ah, déjà l'approche me plaît. Donc je donne des formations de manière assez régulière en intelligence artificielle pour faire comprendre que c'est un outil et rien d'autre. Créé par l'humain, avec toutes ses faiblesses, mais aussi toutes ses possibilités aussi. C'est un outil qui est évolutif, on parle là, ça fait quelques minutes qu'on parle, il y a plein de nouveautés qui arrivent sur l'outil, c'est inimaginable. Donc l'intelligence artificielle, qu'on soit d'accord ou pas, elle est dans nos vies. Elle est déjà dans nos vies. Netflix, tu parlais, Google, elle est déjà là. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Moi, ça, on n'a pas rendu compte. Sauf que maintenant, on se rend bien compte que on peut faire des avatars. On a l'impression que c'est la personne qui parle, mais c'est pas elle qui parle. Donc, ça va très, très, très loin. Donc, l'intelligence artificielle, oui, mais c'est comme dans tout. Les extrêmes sont mauvais. Et donc, la juste utilisation de l'intelligence artificielle en fonction de nos besoins. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, par exemple, à la grande majorité des personnes qui travaillent, c'est quoi? C'est gagner du temps dans des tâches répétitives. Ça s'arrête là. Pour moi, d'accord? À mon échelle, encore une fois. Je ne suis pas un grand technicien, ça. Non, mais comme tu dis, ça évolue pas mal et donc d'ici et c'est assez exponentiel, donc je veux dire, ce qu'on pourra en faire dans quelques années risque d'être. Enfin, on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Je me souviens d'une discussion, c'était dans une banque où je travaillais, la banque Nagel Marquez, pour pas la citer. On avait une discussion avec un de mes collègues. On était dans les années 80, les années 90 plus ou moins. Et il me dit, tu vas voir, Internet, ça va changer le monde. Je dis, mais enfin, Marc, qu'est-ce que tu racontes? Il avait raison, hein. Oui, c'est sûr. Il avait raison, hein. Téléphone portable, mais non, jamais ça n'arrivera. Hein. Donc voilà, oui, l'intelligence artificielle, elle est là, elle est présente. La refuser, c'est se mettre en décalage avec son temps, avec son évolution, avec sa créativité aussi, hein, avec tout. Par contre, l'accepter dans toute sa splendeur, il y a des limites, et bon, c'est encore une fois l'éthique. C'est sûr. Est-ce que tu peux nommer un entrepreneur inspirant que tu aimerais voir à ta place, derrière le micro? Sans aucune hésitation, mon filleul, que tu connais.
Ah oui, il est déjà venu. Christophe est déjà venu sur les événements, pas dans le podcast, mais lui Christophe est déjà Tamigno. Christophe Tamigno, parce que il n'a qu'un défaut, il est supporter du Standard et moi pas. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui évolue bien. J'ai encore croisé quelqu'un qui a travaillé avec lui, il dit mais ça c'est un manager, il a ça en lui. Et c'est quelqu'un d'inspirant, tu le sais, puisque tu l'as vu dans. J'ai vu sur les événements l'année passée. Ouais, ça c'est quelqu'un qui vaut vraiment la peine. Pour son côté humain et businessman en même temps. C'est la bonne conjugaison des deux. Christophe, qu'on salue également. Ouais, où est-ce que les auditeurs peuvent suivre ton actualité? Tu l'as dit sur LinkedIn, oui. LinkedIn, oui. Je suis Instagram pour voir la photo des enfants et des petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants, donc... mais pour le reste, je ne publie rien. Et sur Facebook, je suis encore... Mais je ne publie rien, c'est pour avoir encore mon compte Messenger. Donc tu vois comment j'utilise... un site internet? Non, tu n'as pas de site internet? J'ai un site internet, 3xWB comme Belgique, -innuendo avec 2n.com. Eh bien, un grand merci Alain pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Ce qui est le plus précieux, c'est quand même le temps. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. Salut Alain. Salut Geoffrey, merci beaucoup. Geoffroy. Ah, chérie. Salut Jo.